L'amour d'un père est plus haut que la montagne, l'amour d'une mère est plus profond que l'océan. C'est ce que nous enseigne ce sage proverbe japonais. Alors que ce samedi était dédié à l'océan, à la COP28 de Dubaï, des scientifiques ont tenté d'alerter sur notamment la montée du niveau des mers qui risque de devenir incontrôlable à partir d'un réchauffement d'1,5 degré pour être plus clair. C'est d'autant plus important de se soucier de nos océans que les capacités de ce gigantesque puits de carbone auraient été sous-estimées, les océans pouvant stocker de 5 à 10% des émissions annuelles de CO2 selon une étude publiée dans Nature. Alors, sommes-nous en train de tuer nos mers ? MERS bien évidemment. Un brin jeu de mots pour commencer l'émission. En tout cas, c'est la question que nous allons poser à nos invités dans cette émission en quête de sens sur Radio Notre-Dame et RCF. Bienvenue à mes 3 invités. Bill François, bonjour Bill. Bonjour. Ravi de vous recevoir, vous qui êtes biophysicien, naturaliste, scientifique, écrivain. Vous êtes absolument passionné par cet univers inconnu, d'autant plus inconnu, souvent inconnu en tout cas, de nous en tout cas, les bipèdes, voilà, qui n'allons pas forcément chausser des masques et des tubas pour aller voir ce qui se passe sous l'eau. C'est vrai qu'il y a presque une vie sur la terre et une vie sous la mer, et c'est vrai que quand on lève les yeux au ciel, on voit quelques oiseaux quand on y prête attention, mais sous la mer, il faut quand même s'équiper, c'est tout un effort. Et alors, résultat, eh bien, ce monde nous paraît bien souvent, en tout cas, peut-être pas inconnu, mais méconnu, du fait de son espèce d'invisibilité, de mystère apparent. C'est vrai qu'il faut faire l'effort d'aller sous l'eau pour comprendre l'étendue de la magie de cet univers. C'est magique, l'océan. Oui, c'est magique et sûrement avant tout parce que c'est invisible. C'est vrai que depuis la surface de l'eau, quand vous êtes en train de faire la traversée entre la Côte d'Azur et la Corse, vous imaginez pas qu'il y a en dessous de vous des canyons de plus de 2000 mètres, d'immenses montagnes, des fosses sous-marines, des montagnes, des immenses baleines, des bancs de krill qui font la taille de la tour Eiffel en crevettes. Wow. Donc c'est un monde magnifique et merveilleux, mais qui est invisible à nos yeux. C'est sûrement ça qui fait son mystère, en grande partie son charme. Et puis, ce monde invisible, c'est 75% de notre planète. Donc, 75%, on connaît ça moins bien que la surface de la Lune. Il y a beaucoup de découvertes à faire dans l'océan et c'est ça qui me fascine. Et c'est plus tellement le monde du silence. Hein. Enfin, si, mais il y a tellement de vie. On apprend ça dans vos ouvrages respectifs, les amis. Bill François, donc votre livre, sans plus attendre, j'ai la joie de le citer en ce début d'émission, Les génies des mers. Un excellent cadeau à glisser sous le sapin, Bill François, votre livre qui fait complètement rêver, Quand les animaux marins défient les sciences. Et moi, je trouve qu'il devrait même être au programme à l'école. Hein. J'invite les directeurs d'école, l'Éducation nationale, à ordonner que ce livre fasse partie des programmes. Très bonne idée, je soutiens. Aux éditions Flammarion. Et nous sommes également en compagnie, en ligne en tout cas, avec Fabienne Delfour. Bonjour Fabienne. Je suis un peu emballée en ce début d'émission, il faut que je me calme un peu là. Bonjour Fabienne, bienvenue. Bonjour. Alors vous glissez en permanence, ou presque, dans la peau d'un dauphin. C'est votre vie, votre quotidien. Alors, ça nous fait tous rêver, évidemment. Un ouvrage que vous avez sorti tout récemment chez Flammarion, Intelligence, Émotion, Culture, à la rencontre d'animaux singuliers. On sait qu'ils sont un peu particuliers. On a tous vu des documentaires, on a tous vu Flipper le dauphin quand on était enfant, pour la génération des dinosaures dont je fais partie, bien sûr. Moi aussi. Ah bah vous aussi, Fabienne, si j'ai bien compris oui. en lisant l'introduction de votre livre. Et effectivement, est-ce que vous rejoignez un peu la vision pour commencer, partagée en ce début d'émission par Bill François, autour de ce côté mystérieux, invisible, sous les océans, qui nous fait complètement rêver et en même temps, on oublie en fait ce qui s'y passe. On oublie qu'il y a sous les océans, effectivement, sur des kilomètres de long, il se passe plein de choses. Enfin, il y a juste une vie, quoi. Il y a juste une vie. Oui, c'est ça. Mais c'est tout à fait vrai. Enfin, oui, sous cette apparence monolithique, en fait, il y a une diversité. En fait, ce sont des mondes animaux avec des vies animales et d'une richesse et d'une complexité très importante. Ouais. Donc oui, on soupçonne pas ça. Et effectivement, quand on est à la surface de l'eau, on n'imagine pas cette richesse-là. Et comme vous le disiez aussi, c'est pas du tout le monde du silence.
cette richesse foisonne aussi de voix différentes. Et donc, c'est ça qui m'intéresse. Ouais. Alors, vous êtes, précisons-le, chercheuse en cognition animale, spécialiste des mammifères marins. Vos travaux portent sur la relation homme-animal, les émotions et le bien-être des animaux. Alors, c'est amusant. Vous nous raconterez comment vous êtes tombée dans la marmite, si je puis dire. Parce que c'était pas prévu au départ, si j'ai bien compris. Non. Au début, c'était les éléphants. Finalement, le destin a voulu que ce soit les dauphins. Votre sujet de travail et puis même de passion, je pense. Enfin, vous nous en parlerez au cours de cette émission. Je termine ma petite présentation, The Last But Not The Least, avec Johanna Auguin. Bonjour Johanna. Bonjour. Ravie de vous recevoir. Alors, vous représentez aujourd'hui Gaia First. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Gaia, ça veut dire la Terre, mais dans le cadre de cette association. Oui, une association. Oui. Voilà, vous vous engagez autour de la protection des océans, exactement. N'est-ce pas ? On sait qu'il y a eu la COP28 ce week-end à Dubaï. Alors là, attention, ça va cogner. Plutôt, pour l'instant, vous êtes plutôt contente de ce qui s'est joué côté manifestation, parce qu'on sait qu'il y a eu une manifestation samedi. Est-ce que vous avez eu des échos de ce qui s'est passé là-bas ? Vous avez des collègues qui sont là-bas, évidemment. Oui, alors pas encore, justement, on attend le retour pour savoir exactement et précisément ce qui s'est passé sur place. Ce qui est bien, c'est qu'en tout cas, on sent que les océans commencent à prendre la place qu'ils méritent. Ce qui n'a pas été nécessairement le cas jusqu'à présent. Apparemment, c'est la deuxième fois seulement. Donc voilà, parce qu'il y a des enjeux qui sont énormes pour notre sauvegarde à tous. Les océans jouent un rôle primordial dans la survie de l'espèce globale, la nôtre y compris. C'est bien également, c'est fabuleux de redécouvrir et de découvrir pour certains les merveilles des océans. On a un peu l'impression que ce monde, effectivement, souterrain, très éloigné, ne nous concerne pas donc, tellement. Donc, on jette du plastique, c'est pas grave. Donc, on s'en fiche. Voilà. On ne se rend pas compte de l'effet boomerang, on ne se rend pas compte de ce qu'on est en train de détruire. Ouais. Et donc, voilà, enfin on en parle. Et enfin, ça commence à être un peu au cœur des questions environnementales. Alors, non pas que une priorité doit remplacer une autre. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé des forêts jusqu'à présent. Ouais. L'Amazonie était au cœur des problématiques liées à l'environnement. Et c'est vrai que l'océan a toujours été un peu laissé pour compte. Et je crois que les choses sont en train de changer, donc on va être optimiste. Alors, vous étiez partenaire du film L'Océan vu du cœur. Oui, sorti en septembre. Voilà. Donc, quelques planches peuvent être visibles dans cet ouvrage. Je ne sais pas si on peut se le procurer, mais aux éditions du Seuil. Aux éditions du Seuil. Hubert Reeves, alors de belles signatures pour cet ouvrage, préfacé par Frédéric Lenoir. Avec évidemment des vues des océans absolument effroyables, des montagnes de plastique. En fait, c'est intéressant pour prendre conscience de ce qu'on fait déjà en surface, c'est-à-dire que déjà visuellement, qu'est-ce qui se passe quand on jette du plastique, chacun à son tour, ou des masques, ou tout un tas de détritus qui n'ont rien à faire dans la mer. Chaque année, même en France, on est censé être quand même un minimum non seulement cultivé, mais bien élevé. L'île François, vous qui passez votre vie à chercher, à analyser, à connaître et à découvrir, quand je cherche son nom, voilà, Antonin Guterres, le conseiller général de l'ONU, disait déjà il y a 2 ans, l'ère de l'ébullition mondiale a commencé. Vous êtes d'accord avec cela ? Il s'agit d'une ébullition, on est bien d'accord. L'ébullition au sens où vraiment alerte rouge, rien ne va plus. Autour de la saleté des océans. Je dirais que c'est pire qu'une alerte en fait, parce que alerte, ça donne l'idée que c'est un danger qui plane au-dessus de nous. On est en plein dedans. D'accord. C'est pas un danger, c'est un problème. Et c'est pas du présent, c'est déjà du passé, c'est déjà des décennies de plastique qui sont dans les océans qu'il va falloir enlever et essayer au maximum de ne pas faire perpétuer ce problème. Pour l'instant, la production mondiale de plastique, et on prévoit qu'elle ne va faire qu'augmenter au cours des prochaines décennies. Donc, c'est pas un danger, c'est une catastrophe. Qu'est-ce que ça fait en fait, concrètement, allons-y. Concrètement, beaucoup de choses. Concrètement, déjà, le plastique et tout ça. Au niveau des espèces marines, ça en tue un très grand nombre. Alors, c'est pas le plus important sur l'écosystème, les dauphins ou les tortues qui étouffent, mais c'est le plus symbolique et c'est ce qui va choquer le plus de gens. Donc, c'est important de le dire. Ces espèces-là sont directement menacées en tant qu'espèces et pourraient disparaître à cause du plastique. Les oiseaux marins aussi. On a
effondrement total des populations d'oiseaux marins à cause du plastique. Ça, c'est des choses un peu symboliques, c'est des grandes espèces importantes parce que c'est joli à voir et que ça nous fait rêver, mais il faut voir que toute la chaîne alimentaire est affectée parce que ces plastiques, ils se dégradent, ils deviennent absolument minuscules, ils vont affecter tous les organismes et en particulier le nôtre. On mange l'équivalent d'une carte bleue de plastique par semaine, nous, dans notre alimentation. Non, vous plaisantez, là. Et une carte bleue, faut quand même, Une l'ingurgiter. Ouais. Ah ouais. Donc, avec toutes les... Sauf que une carte bleue on la mangerait en entier, ça repartirait et ça nous ferait pas trop de problèmes. Le problème, c'est qu'on la mange sous forme de nanoparticules, de microparticules qui vont aller jusqu'à l'intérieur même de nos cellules. C'est-à-dire que quand on mange du poisson, c'est ça qui se passe. Exact. Pas que du poisson, tout ce qu'on mange est infesté de plastique. Quelle horreur. Vous saviez ça, évidemment, Fabienne Delfour, vous confirmez. Oui, je le confirme, mais on va retrouver ça aussi dans le corps et dans le sang des prédateurs qui se trouvent au sommet de la chaîne alimentaire. Donc le corps des mammifères marins est bourré aussi de plastique. Oui, parce que les petites particules de plastique qui flottent à la surface, en fait, ressemblent fortement au phytoplancton. Non, pas uniquement en fait. Mais, oui, pas uniquement, mais en tout cas, c'est ingéré, ça rentre dans la chaîne alimentaire dès le début et effectivement, ça infeste toute la chaîne alimentaire et les plastiques également, dus à leur flottabilité et leur durabilité également dans le temps, transportent également tout un tas de pathogènes et voilà, donc c'est vrai qu'on focalise pas mal sur la gestion des déchets. Il faut effectivement travailler en amont pour qu'il y ait moins de plastique qui se déverse dans les océans. Mais c'est vrai qu'il y en a énormément en ce moment qui flottent depuis des années, qui se dégradent, qui intègrent la chaîne alimentaire. Parce qu'en fait, alors moi je suis nulle, il faut tout m'expliquer. Donc en fait, le plastique ne se dégrade pas. Ou alors, met des centaines des décennies entières à se décomposer, c'est ça? Exactement. En fait, ce qui se passe. Ville François, on est d'accord? Le plastique. Oui, le plastique qu'on produit aujourd'hui, les archéologues du futur le retrouveront dans 4000 ans, s'il existe encore des archéologues. C'est ça. Et le problème, c'est qu'il se dégrade un peu. Et il se dégrade juste ce qu'il faut pour en mettre à peu près partout, à toutes les échelles, de la nanoparticule jusqu'aux gros objets, quoi. 85% des déchets en mer sont des déchets plastiques. Donc en fait, c'est absolument gigantesque. Et c'est vrai que donc effectivement, il y a les déchets plastiques qui arrivent. Donc là, qu'on jette sur la plage. Voilà, qui reviennent en plus. Et en plus, qui reviennent avec et puis il y a les marées. Voilà, et il y a également des gros déchets plastiques. Donc ça, c'est les filets de pêche fantômes qu'on appelle, qui sont absolument. Donc là, je vous donnais un chiffre. Je crois qu'il y a à peu près 640 000 tonnes de filets de pêche par an qui sont perdus et qui flottent comme ça, et donc qui constituent des amas qui emprisonnent également des espèces et qui, pareil, à un moment donné, sont voués à se dégrader ou à couler. Et c'est vrai que le projet de Gaia First, c'est de construire des navires, en fait, qui seront propulsés à l'hydrogène et l'hydrogène fabriqué à bord même des navires, transformé à partir des plastiques récupérés en mer ou bien dans le cadre de politiques de gestion de déchets de territoires isolés. Donc c'est, en tout cas pour nous, c'est quelque chose d'important. Il faut effectivement traiter à la source, mais il faut aussi s'occuper de ce qui est en train en ce moment de dégrader nos océans. C'est-à-dire que si ça continue comme ça, Fabienne Delfour, qu'est-ce qui se passera si le plastique continue tranquillement de ronger? En fait, c'est un peu ce qui se passe. Ça ronge toutes les capacités aussi des océans. Qu'est-ce qui va se passer dans 30 ans? En 2050, par exemple, qu'est-ce qui va se passer? Ce qu'il faut bien comprendre, que c'est une pollution qui se rajoute aux autres. Donc, et ça atteint aussi des systèmes vivants qui sont de plus en plus sensibles et malades. Donc, si je parle des mammifères marins, ce sont des animaux qui voient leurs ressources alimentaires diminuer, qui vivent dans des milieux hyper pollués. Donc, vivre en plus avec cette constance du plastique omniprésent, ça fait que fragiliser des écosystèmes et des populations animales. Donc, si on ne fait rien, c'est sûr qu'on va droit dans le mur. Et ce qu'on oublie aussi, c'est que ces plastiques voyagent. Là, je fais des études à La Réunion, on récolte les macrodéchets et on peut retracer des macrodéchets qui viennent du Sri Lanka, par exemple. Donc, ils traversent l'océan Indien. Donc, c'est ça aussi qu'il faut regarder, c'est un problème mondial. Donc, il faut aussi réfléchir à cette échelle-là, à l'échelle mondiale.
L'eau qui est une anomalie, Bill François. Non, je plaisante parce que on apprend plein de trucs dans votre bouquin. L'eau, c'est une immense chance d'avoir de l'eau à la surface de notre planète. C'est sûr que... et effectivement, c'est une anomalie physique et chimique, l'eau. Quand on regarde, c'est la seule molécule aussi légère qui puisse être à l'état liquide à des températures ambiantes compatibles avec la vie. Donc c'est assez merveilleux, c'est un miracle. C'est vrai qu'il y a plein de miracles qui sont énoncés avec beaucoup d'humilité et d'humour dans votre livre. Vous dites, la partie 1 concerne la nage. Alors, vous commencez par la chanson que je... Alors là, je me suis dit, mais pourquoi... Ah, mais c'est la chanson que je chante ma fille toutes les semaines. Les petits poissons dans l'eau. Enfin bon, je vais arrêter de me ridiculiser. Et puis là, tout à coup, boum, équation. Des petits mouvements au grand voyage. Alors P, dV sur dt, enfin bref, formule aux airs cabalistiques. L'équation de Navier-Stokes, c'est comme ça que ça se dit, qui permet de calculer comment l'eau se met en mouvement sous l'effet des forces qu'on y applique. Seul hic, personne n'a jamais réussi à la résoudre. Donc oui, c'est ça ce que vous disiez, c'est un vrai mystère. C'est ça qui est dingue. Hein. Il y a encore plein de mystères dans la science, y compris la science de tous les jours. Et donc, quand vous vous servez un verre d'eau, personne ne sait calculer comment l'eau coule exactement. Même l'eau du robinet. L'eau en général, et même les fluides, hein, l'air, l'eau, l'huile, tous les fluides, c'est la mécanique des fluides, c'est encore plein de mystères. Et l'équation qui est à la base de tout ça, on ne sait pas la résoudre. Wow. On sait résoudre la mécanique des solides, comment les planètes tournent les unes autour des autres. Ça, on sait le calculer exactement. Les fluides, on ne sait pas. Donc, on a des techniques d'approximation qui sont très efficaces. Mais le fondement mathématique, d'ailleurs, il y a $1 million pour celui ou celle qui arrivera à résoudre cette équation. C'est vrai ou pas ? Oui, c'est vrai. Wow. C'est pas moi qui les offre. Hein. C'est un institut américain. Vous allez les gagner surtout, Bill François. C'est vous qui allez gagner. Il faudrait que je vende beaucoup de livres. À moins que ce soit Fabienne, mais... Bon les amis, c'est passionnant, mais je vous propose de nous retrouver dans quelques secondes, c'est promis, en compagnie de Dimitri Shostakovich et ce prélude et fugue en la mineur, si vous le permettez. À tout de suite. Et on imagine le ballet d'un banc de poissons. Pardon, je parle très fort, les invités qui retirent leur casque à l'instant. Brutalement, Keith Jarrett aux commandes, si je puis dire, de ce prélude et fugue en la mineur, signé Shostakovich. Bien joué, François Dieudonné. Sommes-nous en train de tuer nos mers, nos océans, hein, évidemment, si vous nous rejoignez, bien sûr. Bill François est avec nous, biophysicien naturaliste, qui est passionné par les océans, qui a écrit de nombreux ouvrages, et qui vient de sortir justement Les génies des mers quand les animaux marins défient les sciences chez Flammarion. On apprend énormément de choses dans ce livre consacré aux poissons et au monde de la mer. Nous sommes également en ligne avec Fabienne Delfour dans La peau d'un dauphin. C'est son ouvrage qu'elle publie chez Flammarion. Elle qui est chercheure en cognition animale, spécialiste des mammifères marins, qui vient de publier là aussi des ouvrages à offrir à Noël. Et puis enfin, Johanna Auguin pour Gaia First, qui protège, enfin en tout cas qui s'intéresse de près à tout ce qui est protection de la planète et à la protection des océans en particulier. Donc on peut dire qu'il y a 3 axes principaux chez Gaia. Chère Johanna, sensibiliser évidemment sur la pollution plastique dont on parlait juste avant de se séparer il y a quelques instants. C'est quand même une véritable tragédie qui n'est pas près de s'arrêter. Les gens s'en fichent en fait. Ils jettent, sauf que les poissons s'en servent comme radeaux. Ce sont des vaisseaux, vous me disiez, c'est véritable... c'est-à-dire que, effectivement, ce que je disais, contrairement à l'ère avant les plastiques, le moyen qu'avaient certaines espèces de voyager, c'était peut-être des rondins de bois, des bouts de bois, etc. Des choses qui n'allaient pas voyager tellement loin, parce qu'à un moment donné, ça se dégrade, donc le périmètre était limité. Mais c'est vrai que certaines espèces adorent s'accrocher au plastique, à quelque chose, donc s'agglutinent assez rapidement autour des plastiques. Chouette un radeau, sauf exactement. Le voyage, sauf que là, pour le coup, c'est un vaisseau qui peut aller très loin et très longtemps, parce que ça met un temps fou à se dégrader. Et c'est aussi ce qui explique, alors je demanderai à Bill François après, mais oula, qu'est-ce que je fabrique des arrivées d'espèces, ce qu'on appelle les espèces invasives. Ils n'ont rien à faire là, quoi. Ou invasives, ou des méduses. Des espèces invasives, on en a qui arrivent par plein de choses. En fait, dans l'océan, il n'y a pas vraiment de frontières, mais il y a des bassins océaniques qui sont... Parce que tous les océans sont reliés, mais il y en a, il faut quand même passer des caps dans des zones très froides, donc certaines espèces ne pourront pas passer d'un bassin à l'autre. D'accord. Mais l'être humain va en faire passer, par exemple avec des ballasts de bateaux
où on va remplir de l'eau dans un bassin océanique, on va traverser le canal de Suez ou de Panama et on va rejeter l'eau de l'autre côté. C'est comme ça que les rascasses volantes, par exemple, qui ne volent pas, mais qui sont des rascasses avec des longues épines très toxiques, sont en train d'envahir toute la Méditerranée et tout l'océan Atlantique côté Caraïbes. C'est un vrai problème. Et effectivement, le radeau en plastique peut aussi jouer ce rôle. Par exemple, pour des insectes de mer, alors il y a très peu d'insectes qui vivent dans la mer, mais il y a une espèce qu'on appelle les halobates. C'est un peu comme des punaises d'eau, ça vit sur la surface des océans. En fait, ils sautillent sur la surface de l'eau, comme sur un trampoline. Et ben, ils pondent leurs œufs sur les débris. Donc autrefois, ils pondaient leurs œufs sur des plumes ou sur des bouts de bois et ça n'allait pas bien loin. Mais maintenant qu'ils pondent leurs œufs sur du plastique, ils sont en train de pulluler dans tout l'océan. Donc l'océan est en train d'être envahi d'insectes à cause du plastique. Et donc d'animaux toxiques, vous l'avez dit? Non, c'est des insectes, mais qui ne sont pas toxiques, ceux-là. Le problème, ils sont... Mais toujours, quand une espèce pullule à un endroit où ça ne devrait pas, ça déséquilibre les équilibres naturels. Donc même si l'espèce n'est pas forcément toxique ou dangereuse pour l'homme, elle peut détruire tout un écosystème. Mais on le disait, alors Fabienne Delfour, la capacité des poissons et peut-être des dauphins en particulier, on va quand même parler des dauphins dans cette émission, et pas seulement, c'est quand même l'adaptation. Alors vous, c'est vrai qu'on peut parler maintenant de votre fascination dès le départ pour les dauphins, qui bravent les courants, qui ont une capacité très détendue, l'air de ne pas y toucher, de faire des kilomètres, de se mouvoir dans les courants très 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 forts des océans. Et même eux ne peuvent pas résister au plastique non plus. Non, parce que chez les cétacés, il y a des espèces migratrices, donc qui vont quitter certains lieux pour en rejoindre d'autres. Et puis il y a des espèces qu'on appelle inféodées à un site particulier. Et ces espèces-là, ces populations, sont soumises à des pressions de plus en plus fortes. Elles ne pouvant pas aller ailleurs, elles doivent vivre dans ces conditions écologiques de plus en plus dégradées. Et soit elles font face et s'adaptent, ou alors elles disparaissent. Et donc on a de nouvelles stratégies qui peuvent être mises en place, et notamment, vous parliez des filets de pêche. On a de plus en plus de mammifères marins qui ont compris qu'ils pouvaient disposer de proies et vont se servir dans les filets de pêche. Ça peut bien sûr causer leur mort, mais on voit des femelles qui apprennent à leurs petits ces nouvelles techniques de pêche qui sont potentiellement très dangereuses. Donc on oublie que les animaux aussi apprennent des comportements des hommes. Et donc oui, ça peut leur être fatal, oui, bien sûr. Et les dauphins sont alors le plastique les étouffe, parce que Bill François, peut-être vous pourriez nous dire, vous, il y a des espèces qui, vous me disiez, qui se nourrissent de plastique, mais à la limite pour qui c'est moins nocif que d'autres. Comment ça se passe exactement, la consommation du plastique? Ça en tue certaines. Non, c'est jamais bon. Hein. Non, c'est jamais bon. Non, je suis pas en train de convaincre les auditeurs. Non, attendez, non, mais on va s'arranger quand même. Une petite bouteille de coca par là. Bon, allez, c'est pas grave. Non, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire, Bill François. Mais... Non, c'est jamais bon pour aucune espèce. Après, effectivement, selon la quantité qui va être consommée, selon les comportements des espèces, ça peut avoir plus ou moins d'impact. Mais dans tous les cas... ça, c'est assez catastrophique, mais c'est pas le seul danger qui pèse sur les océans. Hein. On parle beaucoup du plastique, mais il y a plein d'autres problèmes, entre la surpêche, le réchauffement climatique, etc. Mais c'est vrai que le plastique en est un. Mais la montée des eaux, pourquoi c'est une si mauvaise nouvelle pour les océans en eux-mêmes, les uns les autres? Mais François, allez-y. C'est surtout le réchauffement qui est une mauvaise nouvelle. Hein. Il suffit de voir, nous, notre corps. Hein. Quand on est à 37 degrés, on est bien. Quand on augmente d'1,5 degré, on a de la fièvre, on est extrêmement malade. Et si on est à plus 4 degrés, comme c'est prévu qu'on est au minimum à cause du réchauffement climatique, plus 4 degrés, on est tous morts. Si notre corps est à 4 degrés. Imaginez, la plupart des animaux marins, c'est des animaux à sang froid. Donc ils sont en permanence à la température de leur milieu, contrairement à nous. Donc, ça veut dire que s'ils sont faits pour être à une certaine température, qu'on leur impose une température de 4 degrés de plus, ça ne va pas forcément bien se passer. Alors, beaucoup vont migrer, c'est déjà le cas. Hein. On a des aires de répartition d'animaux qui changent beaucoup. Cet été, même jusqu'en octobre, au large de La Rochelle, on pêchait des dorades coryphènes, qui sont des poissons qu'on pêche d'habitude plutôt en Guadeloupe, hein, c'est vous dire un peu la tropicalisation qui a lieu.
Donc pour le poisson du sud qui va monter vers le nord, c'est plutôt une bonne nouvelle d'étendre son aire de répartition, mais pour celui qui était déjà au maximum au nord, il n'aura plus nulle part où aller. Donc il y a plein d'espèces qui vont disparaître à cause de ça. Des écosystèmes entiers complètement bouleversés. En plus, l'eau devient de plus en plus acide parce que le CO2, quand on le dissout dans l'eau, c'est un acide. Donc ça attaque les coquilles de certains animaux qui sont et certaines plantes qui sont les plus importants dans le plancton. Hein. Vraiment, la base de toute la chaîne alimentaire commence à être attaquée chimiquement par l'eau de mer. Ouais. Donc, c'est des déséquilibres qu'on ne peut même pas prévoir, tellement ça va être, et tellement c'est déjà immense. Quoi. Ouais. Alors, les fameux 20%, enfin les 5 à 10% des émissions stockées par les océans, ça risque de ne pas être aussi de bonne qualité. C'est ça, si effectivement la mer se réchauffe, on est d'accord ? Oui, en plus, voilà, l'océan stocke beaucoup de carbone, mais si la mer se réchauffe, il va en stocker beaucoup moins, et donc ça fait ça encore en moins qu'on peut stocker. Donc oui, c'est un... Ouais, dans les enjeux, il y en a évidemment plein, vous avez raison, Bill François, il faut qu'on avance quand même pour qu'on prenne de quoi il retourne. Et ce qui nous attend au coin de la rue, si je peux dire, non. Mais dans quelques années, si on n'y prête pas plus attention et si on fait toujours autant n'importe quoi, n'empêche que le réchauffement galope. De toute façon, on ne peut rien faire. Maintenant, il est devant nous, le réchauffement climatique. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme gros enjeux qui vous soucie particulièrement chez Gaia First? On parlait effectivement de la surpêche qui détruit tout parce que on racle partout dans le monde. C'est quand même surtout les Japonais, tout le monde. Non, oui, parce que même nous, on y va gaiement en fait. Avec les chaluts qui raclent les fonds en fait sans aucune distinction de ce qu'ils vont finalement pêcher. Donc c'est pas de la pêche artisanale du tout, au contraire, on y va, on racle et on détruit en fait les fonds marins. Donc c'est assez catastrophique. Quand on parlait du plancton, je sais plus si on l'a dit, mais quand on voit que ça représente 95% de la biomasse et que c'est finalement ça produit 50% de l'oxygène qu'on respire. Donc les enjeux sont quand même absolument démentiels. C'est 4 fois plus que l'Amazonie. Donc ces petits micro-organismes-là qui n'ont l'air de rien, qui sont en train de s'asphyxier, qui peuvent plus faire leur travail, qui peuvent plus rien réguler, je pense que c'est pour nous en tout cas un souci majeur. Il y en a tellement qu'on on pourra plus respirer, Bill François, si on continue comme ça ou pas, très clairement. Ça va être c'est évidemment de l'oxygène, il y en aura toujours sur notre planète, mais le problème c'est qu'il y a le taux de CO2 sera tel que la température risque de continuer à augmenter terriblement. Et ce sera malsain, enfin ce sera pas agréable. C'est déjà la pollution de l'air, c'est une des premières causes de mortalité mondiale aujourd'hui, donc d'avoir un air malsain, malheureusement, surtout dans les grandes villes, c'est déjà le cas. Mais ce qui est important de toujours se rappeler sur ces questions de réchauffement climatique, c'est que certes, le réchauffement, il est déjà bien commencé. On est déjà à plus de plus 1 degré aujourd'hui. Mais chaque dixième de degré va compter. Et à partir de quand on va réussir à s'arrêter? Si on s'arrête à 4 degrés, si on s'arrête à 3 degrés 5, il y a un monde entre les deux. Au niveau de la biodiversité que ça va réussir à sauver, au niveau de l'habitabilité de la planète, c'est des millions de réfugiés, c'est des millions de victimes, de morts qu'on va éviter par quelques dixièmes de degrés, quelques centièmes de degrés. Ça, c'est maîtrisable. Plus on va aller vite pour réussir cette transition, pour éviter d'augmenter encore plus ce réchauffement, plus on va réussir à limiter la casse, plus ça va avoir des conséquences majeures. Donc, certes, le réchauffement, il est déjà enclenché et c'est pas demain que ça va se refroidir, hein, mais plus on va réussir à gratter des dixièmes, voire des centièmes de degrés de ce réchauffement, à éviter que ça soit trop important, plus la planète va gagner en habitabilité et plus on va sauver énormément de choses. Fabienne Delfour, vous partagez évidemment ce point de vue, j'imagine, sur les urgences autour de toutes ces mesures à adopter, que ce soit collectif, individuel, finalement, c'est ça qu'il faut arriver à comprendre. Oui, Ça m'a l'air bien lent, mais bon.
Mais je pense que voilà, on est tous d'accord pour dire qu'il faut avoir une attention particulière dirigée vers les océans. C'est vrai que nous, animaux terrestres, on a une accessibilité au monde terrestre qui nous est là, présent visuellement et accessible beaucoup plus facilement que les océans. Or, ils jouent une part majeure dans notre survie et dans la survie de notre belle planète. Ouais. Donc, plus attentif à ce qui se passe sous la surface de l'eau. C'est vraiment un enjeu majeur aujourd'hui et pour demain. Ouais. Oui, Johanna. Énormément de personnes dans le monde dépendent vraiment de la pêche en vivent. Donc il y a toutes les populations, des littoraux du monde entier. C'est des économies aussi locales, c'est du tourisme. Mais ça, on ne peut pas leur en vouloir. Non, bien sûr que non. Eux vont subir. Et l'effet peut être absolument dramatique pour énormément aussi. On parle de surpêche, mais il y a aussi la pêche artisanale qui peut du coup en souffrir, parce que si la qualité de l'eau et donc du fruit de leur pêche est dégradée, alors déjà il y a un effet immédiat sur les économies locales, que ce soit, donc je parlais de la pêche, mais également touristique, puisque des plages, des paysages sont complètement dévastés par des plastiques qui arrivent, des déchets qui arrivent de partout. Ça coûte des sommes phénoménales en fait aux villes qui en ont les moyens et qui peuvent du coup, avant les périodes touristiques, etc., tout nettoyer. Donc c'est des coûts assez phénoménaux, et puis je pense qu'il peut y avoir à terme un vrai problème de santé publique, puisque si toute la chaîne alimentaire est dégradée, il va se passer quoi dans les années à venir? C'est-à-dire que là, déjà, une carte bancaire, ça me hante une carte depuis le début, bancaire, carte bancaire par semaine. En plus, on est d'accord quelle que le plastique peut pas être... on peut pas l'évacuer en fait. Une fois qu'il est dans l'organisme, il y reste en fait. C'est pas... C'est saleté le plastique, hein, vraiment. C'est donc voilà. Donc là, imaginons donc toute la chaîne alimentaire qui est déjà littéralement infestée de plastique, de microplastique. Ça va poser, je pense, à terme des soucis terribles en termes de santé publique de manière globale. Hein. C'est pas là, c'est vraiment ça va être un problème la mondial. montée des eaux, les amis. Alors, Bill François, la montée des eaux, est-ce que en soi, donc c'est un effet, on est d'accord. L'impact, c'est le grignotage des côtes, et ça, c'est dramatique évidemment. Oui, pour certains pays comme les Pays-Bas, ça peut être vraiment un drame. Pour des zones inondables comme New York, c'est vraiment un enjeu. Là, ils sont en train d'investir des milliards et des milliards à New York pour essayer de construire des digues pour éviter un maximum de revivre ce qu'ils ont vécu dans l'ouragan Sandy il y a quelques années. Là. Donc cette montée des eaux due à la fonte des glaces, mais aussi la dilatation de l'eau à cause de la chaleur, on estime dilatation de l'eau à cause de la chaleur. Oui, ça, comme beaucoup de matériaux, l'eau se dilate quand elle est plus chaude, en fait, simplement. Et en fait, ça peut représenter à peu près 80 cm. Donc voilà, il suffit de regarder sur la moindre côte combien ça fait 80 cm de plus, et c'est quand même pas mal. Oui, c'est pas mal, hein, ouais. En tout cas, ça a de quoi inquiéter les riverains déjà. Surtout dans des populations très vulnérables, parce que New York, ils ont les moyens, ils vont construire des digues. Hein. On ne se fait pas d'illusions que les pays riches s'en sortiront. Mais quand c'est le Bangladesh, ce ne sera pas la même histoire. Voilà. On est bien d'accord. En chiffres, c'est 600 millions de personnes qui vivent à moins de 10 mètres au-dessus du niveau de la mer. Donc ça fait déjà 600 millions de réfugiés. Et voilà. Eh ben, on va rester sur ce chiffre. Bonne nouvelle ce lundi. La plus belle des mers, toujours si bien chantée par Yves Montand. On se retrouve après. Là, Yves Montand, la plus belle des mers. C'est peut-être par justement, vous avez raison, tout à fait. Merci Johanna Auguin de préciser que c'est par l'évocation du merveilleux que nous arrivons peut-être à alerter, sensibiliser les masses, les individus, les personnes qui peuplent la Terre, au fond, hein, qui l'esquintent, évidemment, de jour en jour, d'année en année, de décennie en décennie et de siècle en siècle. Voilà. Il y a de quoi dire, il y a de quoi partager avec nos trois invités. Bill François, qui est biophysicien et naturaliste et qui vient de sortir Les génies des mers. C'est vraiment des génies, hein, les animaux marins. Quand les animaux marins défient les sciences, c'est chez Flammarion. Nous sommes également en compagnie de Fabienne Delfour, qui se passionne pour les dauphins, dans la peau d'un dauphin. On parle beaucoup de l'intelligence d'ailleurs des dauphins. J'aimerais bien que vous nous disiez un mot, Fabienne Delfour chez Flammarion, et puis Johanna Auguin,
qui travaille pour Gaia First, qui protège, chargé en tout cas de sensibiliser, pour protéger les océans, en tout cas faire le mieux que nous pouvons, évidemment, le mieux que l'on peut pour éviter la catastrophe d'ici 10, 20, voire 30 ans. Alors moi, je suis obsédée par la couleur des poissons, là. Non mais d'abord, avant de venir, Bill François, avec les modélisations de Turing, il est désormais envisageable de comprendre pourquoi un poisson présenterait un motif plutôt qu'un autre. Depuis que j'ai 5 ans, je me pose cette question. Vous avez peut-être répondu à ma question, mais en fait, je ne sais pas si ça répond vraiment à la question du coup, Turing, si. Pourquoi tous les poissons ont des couleurs incroyables. En fait, tous les motifs qu'on observe sur les poissons, que ce soit des taches, des rayures, des ocelles, des anneaux, etc., ils viennent tous du même phénomène physique. C'est ça qui est assez incroyable et on peut donc les prévoir. C'est un calcul très simple. C'est une petite équation toute simple qui dit que les couleurs vont diffuser le long de la peau du poisson et se manger en quelque sorte les unes les autres. Et en fonction de comment ces couleurs se mangent les unes les autres, qu'il y a une couleur qui va inhiber la production de l'autre couleur, eh bien, ça donne tous les motifs qu'on a sur les poissons, et pas seulement sur les poissons. Cette même loi, elle dicte aussi... Sur les zèbres, vous avez... Voilà, les zèbres, les léopards, tous les animaux que vous voulez, les girafes, etc. Tous les motifs comme ça du règne animal sont liés à cette loi générale. Donc, comme quoi, il y a des lois générales comme ça dans la nature qui dictent la beauté du monde et c'est quelque chose que je trouve assez beau. D'autant que c'est cette même équation, cette même loi qui va également gouverner la forme des collines sur le soleil ou la propagation des rumeurs dans les réseaux sociaux. Ça, c'est un petit peu moins joli. Mais... Moins sexy, ouais. Mais c'est la beauté de la physique, quoi, de regarder le monde vivant avec un regard de physicien. C'est qu'on voit des choses qui unifient comme ça le monde, quoi. Ouais, oh, vous avez un beau sourire quand vous en parlez. Aux profondeurs que les lueurs solaires n'atteignent jamais, les animaux marins n'ont pas le choix. Ils doivent fabriquer leur propre lumière. Soleil vivant de l'obscurité marine, les êtres bioluminescents sont bien plus nombreux qu'on ne le croit. Magnifique, hein. Ça donne envie de plonger quand on voit ça. Oh là là, bon bref, moi j'arrête de rêver. Fabienne Delfour, est-ce que, j'ai quand même une question de votre côté, est-ce que les dauphins sont si intelligents qu'on le dit ? Fabienne Delfour, êtes-vous avec nous ? Ah, on va peut-être la rappeler. Ah non, elle est là, ça y est. On vous entend, oui, Fabienne. Oui, mais on leur a posé des questions intelligentes et ils ont fait l'effort de répondre à ces questions-là. Ensuite, on ne va pas classer les animaux en fonction de leur degré d'intelligence. On s'aperçoit qu'en fonction des questions qui sont posées, ils sont capables de répondre et mettre en place des stratégies particulières. Maintenant, la particularité des dauphins, ce sont des animaux sociaux. Donc, ils vont développer ce qu'on appelle la cognition sociale, la capacité à interagir avec leurs congénères. Donc, ils vont apprendre, ils vont transmettre des informations et enseigner aussi à leurs jeunes. Donc oui, ils ont des compétences particulières, ils ont des capacités cognitives particulières, mais ils sont pas plus intelligents que d'autres animaux marins. Au contraire de ce qu'on prétend, effectivement. Oui. Alors, pourquoi est-ce que j'évoque tout à coup, j'ai l'air de tomber des nues avec cette histoire d'émerveillement, mais Johanna Auguin, vous disiez que c'était peut-être par là qu'il fallait commencer ce combat. En fait, c'est vrai que quand j'entends ces anecdotes effectivement merveilleuses sur la beauté, l'intelligence de la nature, ça fait un bien fou parce que quand on travaille dans une ONG, on est souvent confronté à des demandes particulières qui consistent à mesurer l'impact. Toujours mesurer l'impact. C'est-à-dire qu'il faut, pour convaincre les gens de s'attaquer à un problème, il faut convaincre de la valeur, mais quasiment monétaire, du problème. C'est-à-dire qu'il faut expliquer pour quelles raisons combien ça va coûter aux sociétés, ou que ce soit des entreprises ou même aux institutions. Donc combien ça va leur coûter si on ne fait rien, quels seront les dégâts. Vous avez un exemple avec les baleines, par exemple ? Et voilà, ou quel profit finalement il y a à investir dans la protection de tel ou tel. Donc c'est pour ça qu'on se retrouve avec finalement des données assez presque drôles ou tristes, je ne sais pas, d'une baleine. Donc le FMI s'est amusé à calculer la valeur monétaire d'une baleine, comme si une baleine n'était pas suffisamment merveilleuse en soi pour qu'on se contente de cela. Alors celle-là, on la garde. Alors, voilà. Donc celle-ci, elle vaut, sa valeur est estimée à $2 millions. Alors $2 millions, pourquoi ? Parce que la baleine étant
je disais un prolo comme les autres, elle fait le travail de 1500 arbres. Donc 1500 arbres, voilà, c'est l'équivalent, ou je pense que si ça devait être un travail d'homme, enfin voilà, donc il y a une estimation, une baleine égale 2 millions de dollars. Donc c'est mieux de pas les tuer, puisque finalement, elles travaillent bien, elles bossent bien, et voilà. Et c'est vrai que ça, alors c'est une forme de cynisme, et on en parlait tout à l'heure, je me pose aussi parfois la question, voilà, est-ce que c'est un mal nécessaire? Est-ce que c'est un mal nécessaire pour finalement arriver à convaincre, et tout ce qui compte, c'est le résultat, c'est qu'il faut agir, il faut se bouger, en passant par des arguments comme ça, parce que peut-être que c'est plus convaincant pour certaines personnes qui ont les manettes et qui peuvent, pour le coup, agir, donc les industriels, les gouvernements, etc. Ou bien est-ce que c'est justement à cause de raisonnements comme ça, parce qu'on s'éloigne finalement du simple merveilleux, qu'on va droit dans le mur? Donc c'est une question, on est obligé de jongler un peu tout de même avec ces données qui un sont... peu de chiffres, mais pas trop, quoi. Voilà, Ça, mais ouais. malheureusement, ça fait partie des arguments Et pour l'économie. convaincre du bien fondé de la défense de l'environnement. Ouais, moi j'aimerais bien qu'on parle des bancs de poissons, c'est quand même dingue. Mettons-nous un instant dans la peau du thon que nous avons rencontré au chapitre précédent. Alors la Bible, François, il faut lire votre bouquin, hein. Comment ça se passe les bancs? Je me suis toujours posé la question, comme dans le ciel, ça marche comme les oiseaux qui volent Alors ça ressemble suivent. beaucoup aux oiseaux qui volent, notamment on pense au groupe des tourneaux. Ouais. Mais il y a une grande différence, presque philosophique un peu, c'est que dans le banc de poissons, les poissons qui sont devant restent devant. Et ils vont tirer un peu le groupe, comme un peloton de cyclistes, donc c'est eux qui fournissent le plus d'efforts. Et en contrepartie, en quelque sorte, de ces efforts, ils vont avoir accès aux ressources plus rapidement. Donc les poissons qui sont les plus forts se mettent devant, et ceux qui sont derrière Sympa. se laissent porter. Ouais. Et ont moins de ressources mais fournissent moins d'efforts. À tel D'accord. point que si vous mettez un poisson mort derrière un poisson qui nage, il se met à nager tout seul. Et le poisson mort s'anime du fait du sillage de celui qui est devant. Incroyable. Donc le sillage d'un poisson, ça fait des vortex, des petits tourbillons Ouais. qui permettent à ceux qui sont derrière d'économiser de l'énergie. Pour les oiseaux, ils sont dans l'air. Donc Ils se relaient, il me semble. ce sillage, il est moins important. Et Ouais. du coup, voilà, ils se relaient en permanence. Donc les étourneaux, les premiers seront les derniers et réciproquement. Ils se relaient en permanence. Mais dans les deux cas, ça fait des structures absolument magnifiques à observer et qui se comportent comme une sorte de matière vivante. Donc c'est fascinant d'un point de vue de scientifique comme d'un point de vue de simple observateur émerveillé. Fabienne, vous partagez la nage des dauphins, évidemment, qui nagent pas en banc, Oui. forcément. Ils nagent à 1 ou 2, 3, c'est ça? En fait, on va retrouver quand même une architecture un peu géométrique. Oui. Il y a une organisation. Donc, quand on regarde d'en haut un banc de dauphins, on va voir au centre de la formation les mères avec leurs jeunes, donc les plus fragiles. Et puis, en s'éloignant, au fur et à mesure, on va trouver des adolescents. Ensuite, on trouve des adultes. Et vraiment, à la périphérie, on va retrouver les grands mâles adultes. Donc, il y a une organisation sociale de ces nages chez les dauphins. Ouais, c'est magnifique quand même de vous entendre sur les alchimies qui existent dans la nature sous-marine précisément. Alors effectivement, il y a 1000 questions autour de ces histoires de protection. Alors moi j'ai une question à vous poser qui va peut-être vous surprendre, Yves-François, mais cette histoire de méduses, est-ce que c'est vrai que le fait qu'elles se multiplient, alors sur nos côtes, mais sur toutes les côtes, avec des nouvelles espèces de méduses, ça c'est pas très bon signe. C'est pas très bon signe, hein, c'est ça? C'est évidemment, ça dépend où, ça dépend. Pour moi, la méduse, c'est vraiment l'animal de la pollution. Je sais pas pourquoi, j'ai assimilé ça à l'animal de la pollution, quoi. En tout cas, c'est un animal qui profite beaucoup du réchauffement climatique dans certaines contrées comme les nôtres. C'est également un animal qui a énormément profité et qui profite encore de la surpêche. Notamment quand les stocks de thon étaient au plus bas. Il faut savoir qu'un thon, lorsqu'il est jeune, il va manger son poids par jour en méduse. Donc, c'est sûr que c'est malin. voilà, la surpêche aide beaucoup les méduses qui peuvent remplacer comme ça le poisson dans certaines zones qui ont été surpêchées. D'accord. Donc en fait, c'est pas forcément, on dit que c'est des courants chauds, mais c'est pas complètement vrai quand elles sont attirées C'est plein par de facteurs, plein de facteurs différents. Il y a D'accord. plein d'espèces, c'est des cycles de vie assez compliqués. Mais c'est vrai que tous ces bouleversements qu'on peut observer récemment sur nos côtes d'invasion de certaines espèces, etc., c'est pas très bon signe. C'est pas très bon signe, on est bien d'accord. Les espèces évoluent toujours, les peuplements des différentes espèces marines évoluent en fonction des cycles de température des océans, tout ça. Mais là, le réchauffement climatique actuel est beaucoup plus rapide qu'une simple évolution. Ouais, c'est pour ça. Et alors, est-ce qu'un jour, on pourra plus se baigner dans la mer?
Je pense que les auditeurs se posent tous la question. Est-ce que c'est bon, là encore, là maintenant, de se baigner dans la mer? Ou c'est déjà tout plein de pollution et c'est pas bon? Qu'est-ce que vous en pensez les uns les autres? Non, moi je pense que c'est important et fondamental de continuer à se baigner parce qu'il y a beaucoup de choses très belles à voir. Certes, il y a de la pollution, certes, beaucoup de choses ont été détruites, mais il y a aussi... C'est pas toxique pour nous, quoi. Non, ça dépend où. Mais il y a des usines, des rejets, etc., qui font que certaines zones sont toxiques, évidemment. En général, c'est signalé, mais et c'est important de continuer à observer, à s'émerveiller, parce que c'est comme ça qu'on peut prendre la mesure des enjeux et comprendre toute la beauté de ce monde qui est à préserver. Oui. On a beaucoup parlé de pollution, mais il y a surtout quand même beaucoup c'est les derniers mondes sauvages, l'océan, complètement inexploré, complètement sauvage, où il y y a pas de maison dans à l'océan. découvrir. La petite sirène n'est pas encore incarnée dans l'océan. Quoique, on sait pas, c'est mystérieux tout ça. À découvrir. Elle est peut-être quelque part sous les... Laissez-moi rêver, s'il vous plaît. Fabienne Delfour, vous avez vu la petite sirène ou pas? C'est vous la petite Alors, sirène? non, je ne l'ai pas vue. J'en connais plein des petites sirènes. Ah bah ça, j'imagine. Mais je pense, je suis tout à fait vas-y. d'accord avec vos interlocuteurs. L'émerveillement est un levier aussi vers l'accessibilité à des mondes différents. Et je pense aussi ça va être relié par de l'éducation. Et mieux connaître le vivant, c'est aussi trouver les moyens pour mieux le protéger. Donc éduquer le plus grand nombre pour vraiment essayer de protéger cette biodiversité marine qui est fabuleuse. Ouais, moi j'ai envie de vous poser la question, Bill François par exemple, est-ce que il y a un poisson ou un élément marin, on va dire ça comme ça, parce qu'il y a tellement de choses dans l'océan, qui vous a le plus fasciné scientifiquement dans son pouvoir de fabriquer quelque chose, un abri, je sais pas. Il y en a une qui vous fascine complètement. C'est sans fin, il y en a tellement. Mais l'arrêt torpille, ce poisson électrique qui a inspiré à l'être humain la maîtrise de l'électricité, et c'est quand même en imitant ce poisson qu'on a créé les premières piles électriques, Alessandro Volta en 1800. Donc ça, c'est scientifiquement, je trouve ça assez fascinant. Une dinguerie, comme diraient les jeunes. Mais des dingueries, il y en a plein l'océan. Il y a des éponges qui vivent 17 000 ans, il y a des méduses qui sont immortelles, il y a les thons qui peuvent voyager, traverser l'Atlantique en un mois sans jamais s'arrêter de nager. Enfin, c'est plein d'émerveillements. C'est dingue, c'est incroyable. Bon, Johanna, sur ce, il est temps de se quitter. Le petit mot de conclusion de Gaïa. Que dit Gaïa, au fond, à nos auditeurs ce soir? Écoutez, prenez conscience de la beauté des océans dans un premier temps. C'est vraiment la première chose à faire. Moi, depuis que j'ai rejoint Gaïa, j'apprends tous les jours énormément de choses. Et allez voir ce film, L'océan vu du cœur, dans certains cinémas, peut-être sur Internet. Est-il disponible aussi? Pas encore, mais il y a des séances spéciales, thématiques, justement, avec des rencontres avec justement les réalisateurs du film. Et c'est des échanges assez intéressants justement sur toutes les questions, parce que juste un petit mot sur le film, c'est pas un simple constat dramatique, c'est également, et ça rejoint finalement les deux autres livres, c'est vraiment l'intelligence de la nature. Le mot de la fin. Merci Johanna, merci Fabienne Delfour, et Dans la peau d'un dauphin, Bill François, et votre livre magnifique, Les génies des mers, tous les deux livres chez Flammarion. Merci les amis, merci, et protégeons nos océans. Merci.